Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Il me fait plaisir, au nom d'AmCham Québec, de vous souhaiter la bienvenue à ce troisième webinaire en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie et des délégations générales du Québec à l'étranger. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir comme conférencier Mme Marie-Claude Franqueur, déléguée du Québec en Nouvelle-Angleterre, région que j'affectionne particulièrement, étant natif de Waterbury, au Connecticut. Alors, ça me fait un petit chaud au cœur ce matin de me retrouver en Nouvelle-Angleterre, entre guillemets, ainsi que Marie-Ève Jean, vice-présidente Exportation Investissement Québec. Il me fait plaisir maintenant de céder la parole à Éric Dequesne, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Monsieur Dequesne. Merci, M. Belval. J'en profite pour vous dire bravo, félicitations pour la série de séminaires et d'ateliers que vous avez fait avec nos collègues. Alors, c'est une belle série avec des contenus fort intéressants, donc on peut que vous en remercier. Et j'en profite pour saluer Marie-Claude, Marie-Ève, que vous allez retrouver dans quelques secondes, et l'ensemble des membres, bien sûr, d'AmCham et tous les participants là, qui sont avec nous ce matin. Écoutez, je vais faire une petite introduction, je ne serai pas très long, pour vous dire quelques petits éléments de contexte qui, pour vous, en fait, vous les connaissez, mais ça fait du bien quelquefois de se rappeler certains éléments pour qu'on puisse situer un peu le propos ce matin. Alors, évidemment, le marché américain, Benoît, peut-être si on passerait à la suivante, si tu me permets. Merci. Le marché américain, évidemment, on le sait, c'est un marché évidemment stratégique pour le Québec. On connaît la statistique où on dit que 70 de nos exportations sont destinées à ce marché, un marché de proximité. Pour nous, la Nouvelle-Angleterre, un marché encore plus de proximité pour nos entreprises québécoises. Une région, évidemment, de la Nouvelle-Angleterre excessivement forte en innovation. Marie-Claude, Marie-Ève vont certainement en parler au niveau de la science, du savoir manufacturier aussi. Donc, c'est une région de pertinence, en fait, pour nos entreprises. Quand on parle de tout ça, évidemment, il y a il y a une situation assez socio-économique dramatique que l'on connaît depuis maintenant plusieurs mois qui nous font réaliser un certain nombre de choses sur l'international. D'abord, pour nous, que l'international et les exportations, ça demeure un fer de lance pour notre économie. On sait tous qu'on a un petit marché. Donc, il faut absolument à la fois que nos entreprises, on a vu au cours des derniers mois, se sont reconfigurées. Plusieurs ont fait des services hyper importants pour notre marché, mais l'exportation demeurera toujours pour notre économie et nos entreprises une dimension excessivement stratégique. Je ne passerai pas à travers l'ensemble des contextes là, que vous connaissez, mais certainement, on peut dire que les marchés nationaux dans les pays en Europe, avec un plan de relance avec des milliards de dollars, 150 milliards, on peut constater certains replis nationaux de certains marchés. Et donc, on doit redoubler d'efforts, nous, le Québec, avec tous nos alliés, pour qu'on puisse positionner les atouts du Québec dans certains marchés qui sont hyper stratégiques pour nous. Il y a des nouveaux besoins qui sont apparus aussi. La pandémie en ont fait ressortir quelques-uns. Marie-Claude et Marie-Ève en discuteront, propres au marché de la Nouvelle-Angleterre, mais évidemment à travers le monde et les nouvelles opportunités. Puis évidemment, il y a les chaînes d'approvisionnement qui ont été bouleversées. Alors, comment on peut s'inscrire, nous, dans ce bouleversement qui devient en même temps une opportunité? Donc, on peut certainement se positionner de façon stratégique dans ces grands bouleversements. En grand bouleversement, on le dit souvent, il y a toutes sortes d'opportunités. On a vu aussi au cours des derniers mois, mais c'est historique avec l'administration qui était en place. Des obstacles au commerce aussi. Il faut être attentif et alerte pour qu'on puisse défendre les intérêts du Québec. On a vu les efforts qui ont été faits par nos collègues délégués aux États-Unis, délégués généraux, au niveau de l'aluminium, par exemple. Il y a eu un effort collectif avec le MEI, ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec, le fédéral, nos chefs de poste, un effort vraiment pour qu'on puisse éliminer le tarif sur l'aluminium. Il y a toujours des obstacles. Il faut être alerte. Il faut qu'on les voit sur le radar pour qu'on puisse agir au bon moment dans la bonne séquence. Le marché de la Nouvelle-Angleterre, je pourrais vous citer les statistiques que l'on voit, mais c'est un marché hyper stratégique, le deuxième marché en importance pour le Québec. Je vais m'arrêter ici au niveau des statistiques. Marie-Claude pourra en parler, évidemment, mais vous pouvez les lire. Donc, c'est un marché vraiment, vraiment important quand on considère l'ensemble du marché américain. Alors, Benoît, si on passerait à la suivante, s'il te plaît. Donc, voici un ensemble d'éléments. J'aurais pu vous dire que le ministère des Relations internationales de la francophonie a 33 représentations distribuées dans 18 pays
aux États-Unis, évidemment, historiquement, on est là. On comprend les raisons stratégiques d'y être. Mais comment on organise, si vous voulez, l'action? Mais je pense que la démonstration de ce matin que Marie-Claude et Marie-Ève parlent en même temps, c'est une belle démonstration de cette complémentarité et cette collaboration qui était importante hier, qui l'est encore aujourd'hui, qui va l'être encore plus demain dans un contexte de relance de l'économie du Québec. Je pense qu'on doit absolument louanger ces efforts que l'on fait collectifs pour qu'on puisse ensemble agir collectivement au bon moment pour que ça soit clair pour l'ensemble des entreprises. Donc, je vous dirais aussi que la force de notre réseau et la collaboration qu'on a avec Investissement Québec International nous permet de faire des veilles et de comprendre les besoins des marchés, d'arrimer les besoins, en fait, des territoires avec la capacité de livrer du Québec. Donc, cette capacité de veille, d'intelligence d'affaires, c'est certainement une force que nous avons au Québec, historique, avec notre réseau. Ça nous permet donc de mieux comprendre les nuances des marchés, d'identifier des obstacles, comme je le disais tout à l'heure aussi, mais pour qu'on puisse enfin les arrimer aux entreprises, pour qu'elles puissent évidemment se positionner sur le marché américain et plus spécifiquement au niveau de la Nouvelle-Angleterre. Donc, défendre nos intérêts, faire la promotion de nos forces et nos atouts, développer des activités ciblées pour qu'on puisse avoir un impact sur l'identification d'occasions d'affaires. Je pense que, résumé très rapidement, c'est un ensemble d'actions que l'on porte ensemble collectivement pour qu'on puisse positionner nos expertises et nos entreprises sur un marché important que représentent les États-Unis et plus spécifiquement pour aujourd'hui la Nouvelle-Angleterre et évidemment un marché, je dis aujourd'hui, mais en fait un marché hyper stratégique et de proximité pour nos entreprises. Alors voilà, c'est pas plus que j'avais à vous dire. Je serai disponible bien sûr s'il y a des questions plus spécifiques. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Mme Lessard, Julie Lessard, associée chez BCF, spécialisée en immigration notamment, et qui est également membre du conseil d'administration d'AmCham Québec. Alors, Mme Lessard, je vous laisse le podium et au plaisir d'entendre nos deux collègues. Merci beaucoup, M. Dequesne. Alors, merci à tout le monde aussi pour être présent avec nous ce matin. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux panélistes. Alors, Mme Francaire et Mme Jean. Mme Francaire, d'abord, a été nommée déléguée du Québec à Boston le 7 mai 2014. À ce titre, elle représente le Québec auprès des États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du Rhode Island et du Vermont. Il s'agit pour elle d'un second mandat à Boston. La carrière de Mme Francaire en est une de service public, consacrée au développement et à la promotion des politiques du Québec en matière de changement climatique, d'énergie, de transport, de travail et de la francophonie, tant au Québec qu'à l'international. Alors ça, c'est une version très courte et très humble de l'expérience de Mme Francaire, mais vous avez en lien avec le webinaire d'aujourd'hui accès à sa bibliographie complète et à l'ensemble de ses expériences. Mme Jean, qui est avec nous aussi ce matin, a été nommée au poste de vice-présidente d'exportation au sein d'Investissement Québec International en juin 2020. Après avoir occupé le poste de directrice des marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Océanie entre 2011 et 2017 au ministère de l'Économie et de l'Innovation, elle assume les fonctions de directrice régionale de Montréal au même ministère avant d'être nommée déléguée générale du Québec à Munich en mai 2018. Alors, on voit que son parcours professionnel l'a mené à œuvrer au soutien des entreprises exportatrices à différents niveaux, et ce, tant au Québec qu'un peu partout à l'étranger. Alors, Marie-Ève est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialité en gestion internationale et gestion des opérations de la production du HEC à Montréal. Elle a aussi complété la formation cercle des jeunes leaders de la fonction publique à l'École nationale d'administration publique, en plus d'avoir mené des études spécialisées en management en Suisse, à l'Université de Saint-Gall. Alors, merci à toutes les deux d'être là ce matin pour nous présenter une région avec laquelle on a des relations naturelles, nous présenter un corridor important pour le Québec. Alors, on sait que vous jouez toutes les deux un rôle important pour assister nos entreprises au niveau des exportations. Mais ce matin, on aimerait ça vous entendre puis définir un peu davantage votre rôle puis nous expliquer comment vous apportez votre appui à nos entreprises. Alors, peut-être Mme Jean, si vous pouvez prendre la parole en premier à ce sujet-là. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Mme Lessard. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce matin pour vous présenter effectivement le continuum puis l'ensemble des partenaires, comment on travaille bien ensemble pour soutenir les entreprises exportatrices.
Donc, Benoît, on pourrait aller à la première slide. Merci beaucoup. Alors, Investissement Québec International, juste à titre de rappel, a été créé au cours de l'année 2020. Donc, c'est un projet de loi du gouvernement de M. Legault qui voulait donc ajouter le volet exportation au volet qu'on connaissait peut-être plus d'Investissement Québec, d'attraction d'investissements étrangers. Donc, ces deux volets-là, donc exportation et investissement direct étranger, se retrouvent sous Investissement Québec International. Et donc, notre équipe est composée, peut-être si vous avez déjà eu à travailler avec les gens donc, qui étaient connus sous la bannière Export Québec, donc qui étaient au sein du ministère de l'Économie. Donc, l'ensemble des équipes à Québec, à Montréal, ont donc joint cette nouvelle famille chez Investissement Québec International. Alors, notre rôle, c'est quoi? C'est vraiment d'aider les entreprises, les exportateurs québécois à prendre les meilleures décisions stratégiques et surtout à réussir la mise en œuvre de leurs projets sur les marchés hors Québec. Donc, l'objectif est ambitieux. L'objectif du gouvernement qui nous est tous donné est de faire passer les exportations hors Québec à 50% du PIB. Donc, pour vous donner une idée, actuellement, les exportations du Québec sont à 46-47% du PIB. Donc, ça peut sembler pas quelques points de pourcentage, mais c'est des points de pourcentage majeurs, je dirais. C'est l'équivalent d'à peu près 10 milliards par année. Si on veut atteindre l'objectif dans 5 ans, on se parle d'environ 10 milliards d'exportations de plus par année. Donc, c'est un mandat costaud auquel, justement, tous les partenaires, le MRI, les délégations, Investissement Québec International, ont s'affaire depuis déjà quelques mois. Prochaine, s'il te plaît, Benoît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous dirais 2 grandes familles de services. Donc, avec l'arrivée chez Investissement Québec International, le souhait était vraiment de renforcer tout le volet accompagnement personnalisé, accompagnement individuel. Donc, ça, c'est vraiment le travail, je vais dire, un par un, main dans la main avec nos exportateurs québécois pour les amener vers les meilleurs marchés, vers les meilleures opportunités. Donc, ce travail-là consiste à donc repérer des occasions d'affaires pour les entreprises québécoises, aussi les appuyer dans tout ce qui touche à la culture, aux pratiques d'affaires, aussi voir la concurrence et valider avec eux aussi les stratégies d'entrée. Ensuite, il y a tout le... Hop, je m'excuse, on revient en arrière, s'il vous plaît. Merci. Donc, il y a aussi le financement de projet. Donc, on est aussi, donc vous connaissez peut-être le programme exportation, j'y reviendrai dans quelques instants. Et avec la création d'Investissement Québec, le nouvel Investissement Québec, les équipes aussi du Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC, ont aussi joint la famille Investissement Québec. Donc, on a aussi la capacité à l'interne chez Investissement Québec d'appuyer les entreprises pour tout ce qui est d'exigences normatives, conformité des produits pour l'exportation. Donc, marquage CE, tous les normes qu'on doit passer et obtenir afin de pouvoir commercialiser ces produits sur les marchés partout sur la planète. Et c'est là qu'on se dirige aussi. Donc, une fois vous voyez qu'on est bien prêt, qu'on a identifié des occasions d'affaires, qu'on vous a aidé à valider les marchés, à valider les façons de percer ces marchés-là, les stratégies, que votre produit est prêt à être exporté, c'est là qu'on travaille évidemment en étroite collaboration avec les bureaux du Québec, donc délégation générale, donc Boston avec Mme Franqueur, à vraiment faire le travail de repérer les clients et les partenaires potentiels sur les territoires. On va même jusqu'à planifier des rencontres d'affaires. Donc, conjointement avec toutes les équipes à l'étranger, dans les bureaux du Québec, on organise des rencontres d'affaires avec des acheteurs, partenaires potentiels. Et voilà. On a aussi un volet activité de groupe. Donc, c'est une autre fonction qu'on organise aussi. Donc, à travers tout ça, on organise bon an, mal an, une 50aine d'activités de tout format, que ce soit, bon, évidemment, actuellement, on est tout en virtuel. Donc, au lieu d'être des séminaires, c'est des webinaires. Au lieu d'être des missions commerciales, on fait des missions commerciales virtuelles. Mais donc, on s'est vraiment adapté pour justement offrir aussi ces services-là aux entreprises québécoises. Donc, des activités de groupe, que ce soit dans un grand salon ou dans un grand événement qu'on connaît à grand déploiement, ou même des missions qu'on organise là, auprès de certains donneurs d'ordre ciblés. Voilà. Et peut-être aussi, un des nouveaux aspects qu'on s'attarde de plus en plus, c'est aussi le soutien à l'implantation commerciale. Donc, évidemment, pour avoir une présence pérenne sur les marchés d'exportation, il faut parfois songer à avoir aussi une place d'affaires, donc dans toutes les formes que ça peut prendre là, sur les territoires. Donc, c'est aussi quelque chose avec lequel on appuie les entreprises à ce niveau-là pour justement c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire s'implanter, ouvrir un bureau, ouvrir un site manufacturier sur un autre territoire. Prochaine, s'il vous plaît.
Et donc, peut-être juste mentionner, donc, en termes de clientèle, donc la clientèle de Investissement Québec International, c'est dans le fond toutes les entreprises manufacturières, aussi les entreprises à valeur ajoutée. Donc, on parle ici tout le secteur de technologie d'information, entreprises de services, pardon, à valeur ajoutée. Donc, tout ce qui est jeux vidéo, tous les services de technologie notamment. Peut-être 2-3 exceptions que je mentionne. Donc, chez Investissement Québec International, on ne couvre pas le secteur agroalimentaire qui est du ressort du MAPAC, donc ministère Pêche et Agriculture du Québec. Même chose pour le secteur culturel, qui est de nos collègues du ministère de la Culture et des Communications, et aussi la première transformation du bois, qui est chez nos collègues ministère Forêt, Faune, Parc. Mais outre ça, je vous dirais, on travaille avec l'ensemble des entreprises, avec un focus quand même sur les PME qui ont, disons, déjà des premières démarches à l'exportation, qui ont quand même les capacités de développer justement des stratégies pour s'internationaliser, pour exporter, jusqu'à la grande entreprise qui est peut-être déjà présente dans plusieurs pays, mais qui sporadiquement a besoin d'appui de notre part à différents niveaux pour des fois débloquer des contrats ou conseiller sur des marchés plus complexes où ils désirent s'implanter. J'ai parlé rapidement du programme exportation. Donc, c'est notre programme d'aide financière d'Investissement Québec. Donc, il existait déjà. Le programme était disponible au ministère de l'Économie. Il est maintenant transféré chez Investissement Québec, octroyé via le réseau des bureaux régionaux d'Investissement Québec. Donc, c'est une subvention. On offre des subventions non remboursables jusqu'à 40% des dépenses admissibles aux entreprises québécoises pour les démarches à l'exportation. Le montant maximum jusqu'à 80 000 $ pour une année. Donc, les demandes sont faites via un portail en ligne. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'évidemment, dans le contexte, il y avait beaucoup de dépenses admissibles qui avaient attrait avec, par exemple, déplacements, billets d'avion, participants de foires commerciales. Donc, je dirais tout ce qu'on a connu depuis beaucoup d'années, mais qui cette année s'avère moins juste, moins vrai. Mais donc, on s'est assuré d'adapter le programme pour pouvoir couvrir ces autres dépenses-là qui sont notre réalité d'aujourd'hui, de participer à des forums virtuels, développer des outils technologiques pour présenter ses produits et services. Donc, il y en a un bout de fait et on continue à travailler à adapter le programme là, en conséquence. Prochaine. Voilà, peut-être, puis ça pourrait introduire aussi Mme Francoeur à la délégation générale du Québec à Boston. Peut-être juste, je m'excuse d'avance, c'est écrit peut-être un peu petit. Peut-être juste voir, en fait, au Québec, on est très chanceux. Au Québec, on a un écosystème de plusieurs partenaires pour soutenir les entreprises québécoises à l'exportation. Donc, plusieurs organisations, plusieurs ministères qui s'activent à vraiment appuyer les entreprises en complémentarité. Donc, on peut voir qu'au début, là, sur la gauche, donc, on a évidemment les bureaux régionaux d'Investissement Québec, je l'ai mentionné, qui notamment offrent le programme exportation, donc les subventions à l'exportation. On a aussi le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations, les ORPEX, qui sont présentes dans l'ensemble des régions du Québec et qui ont pour principal mandat de vraiment aider les entreprises à préparer leur démarche à l'exportation, préparer, par exemple, je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui, comment faire un bon pitch virtuel. C'est nouveau pour tout le monde depuis quelques mois. Donc, ils offrent, par exemple, des formations là-dessus, comment faire des bons pitchs virtuels, vraiment comme pour aider les entreprises à se préparer à aller vers les marchés. Ensuite de ça, on se retrouve chez nous, chez Investissement Québec International, on a une équipe, merci, on a une équipe de 70 conseillers et conseillères à Québec et à Montréal qui sont vraiment là pour, comme je vous le disais, accompagner les entreprises, les appuyer dans la décisions stratégiques sur comment réaliser leur exportation, où sont les meilleurs marchés, quelles sont les meilleures stratégies pour percer ces marchés-là. Donc, vraiment tout le conseil avec les entreprises. Je l'ai mentionné aussi, on voit en bas nos collègues du Centre de recherche industrielle du Québec pour toute la question de la conformité des produits. On a évidemment maintenu aussi d'excellents liens avec les collègues au ministère de l'Économie et de l'Innovation qui notamment travaillent la question des accords de commerce et enjeux de commerce. Donc, on travaille étroitement aussi avec le ministère des Relations internationales sur ces questions-là. Et puis aussi, information stratégique. Donc, les collègues nous appuient aussi avec différentes études et données spécifiques. Intelligence d'affaires.
Et donc, si on se retrouve à droite, accès au marché, et donc c'est là qu'entre en jeu, et je passe le bâton à ma collègue Marc-Claude, c'est là qu'entre en jeu tout le travail qui est fait sur les territoires, dans les représentations du Québec à l'étranger. Donc, dans l'ensemble des représentations du Québec à l'étranger, il y a des équipes économiques qui sont là aussi au service des entreprises québécoises pour les aider. Une fois qu'on est bien prêt, qu'on a bien validé ces marchés, qu'on a les bonnes stratégies, et maintenant, c'est le temps de rencontrer des clients et de mettre ça à l'œuvre, on arrive à la délégation. Et donc, sur ce, Marc-Claude, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de prendre votre première heure ce matin tôt pour être avec nous. C'est très apprécié. J'espère qu'on va être en mesure d'offrir des réponses à plusieurs de vos questions. Je voulais vous dire que la Nouvelle-Angleterre, c'est le plus beau territoire. Alors, je sais que j'ai quelques collègues en ligne qui sont de délégations externes qui vous diraient probablement la même chose, mais je vous dirais qu'on est chanceux. On est à côté de Québec. Souvent, on le prend pour acquis, puis ça reste que c'est un territoire qui regorge d'opportunités pour nos entreprises. Donc, le gouvernement du Québec a une délégation à Boston, mais qui couvre l'ensemble de la Nouvelle-Angleterre, comme ça a été mentionné, depuis plus de 50 ans. Donc, on fête notre 50e cette année. Et qu'est-ce que ça fait une délégation? Ben, c'est là pour faire rayonner le Québec, mais c'est aussi là pour introduire le Québec auprès de nos partenaires sur le territoire. Donc, il y était un temps où on faisait rayonner d'un côté, puis ça s'arrêtait là. Je vous dirais que maintenant, moi, je regarde depuis les 3-4 dernières années, nos relations en Nouvelle-Angleterre sont matures et il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt de la part des Américains vers le Québec. Donc, on a aussi la responsabilité d'ouvrir des portes du côté québécois pour nos partenaires qui ont des intérêts pour ce que le Québec a à offrir. Ensuite, Marie-Ève a parlé, quand vous arrivez, vous avez vu le schéma, une fois que vous êtes prêt à exporter, là, vous venez chez nous. Et c'est là où on vous appuie. Par contre, à la délégation, on travaille aussi avec le ministère de la Culture, donc beaucoup de production culturelle. On travaille aussi au niveau avec le MAPAC pour tout ce qui est le volet agriculture. Puis aussi, on parle du bois, naturellement. Il y en a un petit peu dans le coin où je suis. Donc, ça aussi, c'est un dossier qui est toujours d'intérêt. Alors, donc, n'ayez crainte, l'ensemble des produits qui sont faits au Québec ont un marché d'accueil en Nouvelle-Angleterre. Ce qu'on fait, c'est qu'on agit à titre d'entremetteur. Donc, on vous ouvre des portes. On essaie de trouver quelles sont les opportunités pour placer vos produits. Et on essaie aussi, en travaillant avec nos partenaires sur le terrain, de voir quels sont leurs besoins à eux pour être capable, après ça, d'aller vous identifier puis vous amener sur notre territoire et toujours en collaboration avec IQI. Donc, il y a ça va des deux côtés. C'est plus unidirectionnel comme à une certaine époque. Vraiment, là, on est dans les échanges et ça reflète la qualité du partenariat qu'on a avec nos partenaires et les États sur les territoires que l'on couvre. Je vous dirais aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on fait maintenant beaucoup de diplomatie scientifique. Je ne pourrais pas être à Boston et ne pas en faire parce que vous nous diriez qu'à quelque part, on a échappé une, et à raison. Donc, on a une attachée qui est responsable d'encourager les collaborations scientifiques et technologiques. Et son rôle est présentement, elle couvre l'ensemble des États-Unis. Donc, elle travaille en collaboration naturellement là, avec les autres bureaux, mais c'est quelque chose qu'on favorise. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans les différentes activités qu'on fait parce qu'on est vice-président on a la vice-présidence du Scientific and Diplomatic Circle à Boston et il y a plus de 65 représentations diplomatiques qui sont associées à ça. Donc, ça nous ouvre des portes aussi sur d'autres pays juste en étant à Boston. Donc, ça aussi, là, c'est un avantage dont il faut tirer profit. Alors, on est là pour vous aider. C'est ce que la délégation fait. Puis, on arrive, nous, une fois que vos démarches ont été entreprises avec IQI. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir présenté toute l'aide qui peut être apportée à nos entreprises. Mais si on revient plus précisément sur la région de la Nouvelle-Angleterre, qu'on connaît comme un territoire proche, une proximité naturelle, on sait que nos chaînes d'approvisionnement sont quand même assez étroitement liées. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pouvez-vous, Mme Francaire, nous décrire un peu plus en détail la Nouvelle-Angleterre, ce marché spécifique-là? Certainement. Éric l'a mentionné tout à l'heure. Donc, au niveau des exportations, c'est plus de 15 milliards. Et je vous dirais, ça, c'est une augmentation d'à peu près 12 par rapport à 2018. Naturellement, on verra les chiffres là, suite aux événements COVID,
mais je vous dirais que c'est un terrain très fertile. Donc, ça se trouve à être notre deuxième plus gros partenaire aux États-Unis, après la région du Mid-Atlantique, qui est celle qui est couverte par ma collègue Catherine Loubier à la délégation générale du Québec à New York. Donc, l'autre chose qui est importante aussi, souvent on se dit, bon, c'est 15 millions de personnes, la Nouvelle-Angleterre. Le Massachusetts, c'est à peu près 8. La ville de New York, c'est 8 personnes. Donc, ça vous donne un peu une idée là, de la proportion. Et malgré ça, si vous prenez les économies de la Nouvelle-Angleterre, du Québec et des Maritimes, ça se trouve à être à peu près, et là, je cite le gouverneur du Vermont, là, la 13e économie mondiale derrière la Corée, puis juste avant l'Espagne et l'Australie. Donc, ça vous donne aussi un peu une idée de ce qu'il y a dans ce coin-là. Ce qui est intéressant aussi, il y a déjà 160 entreprises québécoises sur le terrain. C'est 16 000 emplois directs américains créés par des entreprises québécoises. Le Massachusetts a aussi la plus grande concentration d'entreprises en biotechnologie au monde. Donc, on vous les nomme vite, là, Sanofi, Biogène, juste pour nommer quelques-unes, Novartis, Pfizer. Ensuite de ça, vous avez aussi les hôpitaux, vous avez les grands hôpitaux qui sont présents sur le territoire, qui sont d'excellents clients ou des clients potentiels. Vous avez aussi le tourisme qu'on néglige un peu parce que c'est proche de chez nous, puis on n'y pense pas souvent. Mais je vous dirais que surtout en temps de pandémie, quand les gens vont peut-être être un peu plus réticents à reprendre l'avion rapidement, la voiture est toujours utile et je vous dirais que si vous regardez les chiffres que vous avez à l'écran, ça représente quand même des montants importants. Puis souvent, ces déplacements-là se font à 2 heures de route. Donc, que ce soit le Québec vers le Maine, Québec vers le New Hampshire, Québec vers le Vermont, puis après ça, passer quelques moments là, puis par la suite, s'en aller vers le Massachusetts. Donc, ça reste que c'est des chiffres qui sont impressionnants. Si on regarde simplement ce que les Québécois dépensent en Nouvelle-Angleterre, c'est au-dessus de 634 millions par année. C'est plus de 3,4 millions de visites aussi. Puis à l'inverse, la Nouvelle-Angleterre vers le Québec, c'est 269 millions. Donc ça, je vous dirais que ça a été un secteur qui a été particulièrement touché là, suite à la pandémie. Et ça touche surtout les petites entreprises et les entreprises de niche dans le secteur agroalimentaire et dans l'industrie du tourisme. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les partenaires au Québec et en Nouvelle-Angleterre pour être capable de donner un coup de main là, une fois que les frontières seront réouvertes. Si vous passez à la prochaine diapo, je vous dirais qu'on a un avantage comme Québécois quand on vient aux États-Unis. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont entendu le dire à maintes reprises. C'est 1 million de Québécois qui sont partis du Québec pour s'en aller en Nouvelle-Angleterre au tournant du dernier siècle. Donc, il y a à peu près 35 % de la population qui a un héritage canadien-français. Et même si les gens ne parlent plus français, leur héritage culturel leur appartient et ils en sont fiers. Donc, d'établir des liens, ça se fait très, très rapidement à cause de cette proximité-là. À quelque part, on n'est pas juste des amis et des alliés, on est aussi de la famille. Et ça, je vous dirais, ne le sous-estimez pas. Puis c'est pas juste, là, je parle pas simplement de ceux qui ont des noms francophones. Il y a aussi des Irlandais puis des Écossais qui sont partis du Québec pour s'en aller aux États-Unis. Et je vous dirais que ça rend les échanges beaucoup plus faciles. Je vous l'ai dit, la population de la Nouvelle-Angleterre, c'est 15 millions. Les revenus médians est de 68 600 $ US. Si on compare au Québec, on est à 48 000. Ce que ça veut dire, c'est que le revenu des gens est élevé. Puis si on compare aux États-Unis, le reste des États-Unis est à 65. Dans le top 10 des revenus les plus élevés, vous avez le Massachusetts, le Connecticut et le New Hampshire. Je sais qu'il y en a qui doivent sourire à distance, je ne vous vois pas, mais habituellement, vous avez le New Hampshire. Le New Hampshire, c'est une population d'à peu près 1 million. Donc, c'est une population qui a du budget discrétionnaire. C'est des gens aussi qui sont éduqués. Donc, on parle de main-d'œuvre, on parle de mobilité. Alors, je vais vous donner comme exemple, il y a 200 collèges et universités sur l'ensemble du territoire. Si on parle de Boston seulement, la population de la ville de Boston, c'est 10 % du Massachusetts, puis la population étudiante représente à elle seule 34 %. Puis là, ben, je peux vous en nommer quelques-uns que vous connaissez déjà, Harvard, MIT, vous avez Wellesley College aussi, Amherst. Donc, c'est vraiment une région où l'éducation,
c'est prioritaire. Ensuite de ça, vous regardez les chiffres. Dans la région, il y en a 35. 5 des 6 États sont au top 10 des États les plus éduqués. Et là encore, on a au numéro 1, c'est le Massachusetts, 3 Connecticut, Vermont, 6, New Hampshire, 9 et Rhode Island, 10. Donc, 41% de la population au Massachusetts ont un diplôme de premier cycle. Donc, ça vous donne aussi une idée de la main-d'œuvre, de la qualité de la main-d'œuvre, mais aussi lorsqu'on a des produits, ce sont des gens qui sont très au fait, ce sont des gens qui ont des qui, je vous dirais, on aime la qualité beaucoup, connaissent ce que c'est, et c'est la raison pour laquelle nos produits et services remportent la palme à bien des égards. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Si vous avez des questions un peu plus précises, ça me fera plaisir d'y répondre. Sinon, on pourrait peut-être poursuivre Marie-Ève avec toi. Tout à fait. Sur les secteurs. Oui. En fait, c'était ça la suite logique des choses. On a compris le marché dans son ensemble, mais si on va plus spécifiquement, ce serait quoi, selon vous, Mme Jean, les secteurs à fort potentiel qui ont été identifiés? Avec plaisir. Effectivement, peut-être ça, c'est une première. En fait, pour vous dire, donc, chez Investissement Québec International, avec on a souhaité focusser sur 9 secteurs stratégiques que je vous présente ici. Je ne vais pas tous vous les lire, mais donc, vous voyez, c'est quand même les grands secteurs qu'on a au Québec, donc industrie créative, transport, mobilité, santé, mines, évidemment, aérospatiale. Donc, c'est les secteurs sur lesquels on met une emphase particulière, où on a des personnes dédiées à ces secteurs-là pour les appuyer sur les marchés. Et en fait, comment ça se transpose sur le marché de la Nouvelle-Angleterre, qui est évidemment, comme Marc-Claude l'a dit, un marché extrêmement important pour les entreprises québécoises. Un marché aussi beaucoup pour la haute technologie. Donc, Marc-Claude l'a mentionné aussi, donc un marché friand de haute technologie, notamment, pas seulement. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, comment de nos 9 secteurs stratégiques, comment ça s'articule sur la Nouvelle-Angleterre? Donc, d'abord, le secteur de la santé. Donc, je pense que Marc-Claude l'avait dans sa présentation précédente. En fait, dans la région, on parle de plus de 1000 entreprises, centres de recherche en biotechnologie, notamment dans toute la région de Boston, la région métropolitaine de Boston. Donc, un secteur extrêmement important pour le Québec, sachant que c'est aussi une industrie au Québec qu'on souhaite développer, avec plusieurs partenaires donneurs d'ordre très importants, avec des hôpitaux prestigieux. Donc, vous les voyez ici, plusieurs grandes entreprises aussi de pharmaceutiques. Donc, un secteur là, extrêmement important dans la relation Québec-Boston. Marc-Claude, je peux te passer la parole aussi concrètement. Qu'est-ce qui vous anime dans ce secteur-là? Alors, pour vous donner au niveau institutionnel, ce qui vient asseoir souvent nos collaborations, je vous donne un exemple, on a une entente entre MassBio et Bio-Québec. Donc, cette entente-là a été signée et ça permet des échanges et des liens privilégiés entre ces deux organisations-là. Donc, ça aussi, c'est un atout pour vous et c'est un plus. Donc, ça, au niveau institutionnel, si on ne travaille pas nécessairement avec un gouvernement, on va travailler avec un partenaire sur le terrain ou un partenaire institutionnel, c'est un bel exemple. Il y a aussi les parlementaires. L'Association des parlementaires Québec-Massachusetts, ça a l'air un peu loin, ça a l'air à pas peut-être vous toucher. Cependant, ils ont développé un conseil de recherche collaboratif et ça, c'est pour favoriser les partenariats en recherche et particulièrement en génomique. Donc, ça aussi, c'est une mécanique qui a été mise de l'avant pour être capable de faciliter ces partenariats. Donc, on devient un partenaire privilégié avec nos entreprises vis-à-vis de nos collègues sur le territoire. Donc, ça, c'est simplement deux exemples de ça. Puis je vous ai parlé aussi de la coprésidence du Science and Technology Diplomatic Circle qui nous ouvre la porte. Puis je vous dirais que ça a été une belle reconnaissance de la part de l'Allemagne qui était l'initiateur de ce cercle-là. Ils en ont plusieurs à travers le monde et ils nous ont demandé de coprésider avec les Pays-Bas et ça fait déjà 2 ans qu'on copréside avec les Pays-Bas ce cercle scientifique et diplomatique à Boston. Donc, encore là, c'est avec 65 autres pays autour de la table. Donc, ça aussi, ça nous ouvre beaucoup de portes et ça vous ouvre beaucoup de portes.
Très bien. Parlons maintenant du secteur aérospatial et défense. Donc, évidemment, un autre secteur extrêmement important pour le Québec, où on le sait au Québec, des grandes entreprises comme Bombardier, mais on a aussi une foule de PME, une foule d'entreprises sous-traitantes dans la chaîne. Et donc, le marché de la Nouvelle-Angleterre comporte plusieurs grands donneurs d'ordre aussi. Vous les avez ici. On parle de GE, Sikorsky, Lockheed Martin. Donc, plusieurs grands donneurs d'ordre qui sont justement essentiels pour appuyer nos entreprises québécoises à aller vers des nouveaux clients, aller vers des nouvelles opportunités. Donc, le corridor, là, si je peux dire, Québec, Nouvelle-Angleterre dans le secteur de l'aéronautique est extrêmement important pour justement appuyer nos entreprises dans une industrie qui, on le sait, connaît peut-être déjà un moment un peu difficile, va continuer peut-être à connaître des moments un peu difficiles, mais d'où l'importance de diversifier ses opportunités, diversifier les marchés, diversifier ses clients. Et donc, la Nouvelle-Angleterre ici représente vraiment une opportunité très intéressante. Seulement, le Connecticut, donc État couvert aussi par la délégation, seulement elle exporte des produits dans le secteur aéronautique, défense, encore plus que tous les autres États combinés, donc une importante concentration d'entreprises. Et puis, il y a aussi l'industrie des drones aussi, où au Québec, on a une expertise certaine dans cette industrie-là, et qui aussi, en Nouvelle-Angleterre, il y a des opportunités très intéressantes aussi pour l'industrie des drones. Marc-Claude? Oui, on a signé une entente de collaboration avec Aéro Montréal, le Vermont et le Connecticut il y a 1 an et demi à peu près, justement pour venir asseoir ce corridor-là de Montréal vers le Connecticut. Donc, encore une fois, ces ententes-là, c'est pas juste des signatures pour des signatures, c'est fait avec les partenaires sur le terrain pour être capable de faciliter et d'augmenter la fluidité des échanges dans un secteur qui est primordial et pour le Québec et pour nos partenaires. Donc, ça aussi, c'est un exemple là, des choses qu'on fait pour vous appuyer. Puis ça part de certains grands événements qu'on fait en collaboration avec IQI sur le plancher. Il y en a toujours un au Connecticut et au Vermont 2 fois par année. Donc, on est là aussi pour vous appuyer lors de ces événements-là. Marie-Ève? Excellent. Passons au secteur énergie, environnement, transport électrique. Donc, pour dire que dans ces secteurs-là, sur la Nouvelle-Angleterre, on le travaille vraiment de façon concertée entre les 3 secteurs. Donc, on prend la masse critique d'entreprises québécoises avec des technologies environnementales, des technologies par rapport à l'énergie et évidemment toute la question du transport électrique. Une approche concertée pour aller auprès des donneurs d'ordre, qui dans ce cas-ci sont souvent des municipalités, des services publics, pour vraiment avoir ce portfolio d'entreprises et de technologies québécoises qu'on peut présenter à notamment des villes qui se démarquent ou qui veulent se démarquer pour une approche plus verte, plus éco-responsable. Et donc, on prend un portfolio d'entreprises et de technologies québécoises dans ces secteurs-là pour avoir un impact encore plus grand auprès des décideurs où Marie-Claude prend le relais à ce moment-là pour les convaincre. Alors, je vais vous dire, ils sont faciles à convaincre dans le sens où malgré le fait que vous avez en Nouvelle-Angleterre des gouverneurs républicains, on n'a qu'à penser au Vermont, au New Hampshire et au Massachusetts, vous avez aussi des gouverneurs qui sont très pragmatiques et puis je me permettrais même, entre guillemets, de dire progressistes. Donc, c'est des gens qui croient au changement climatique, c'est des gens qui ont adopté des lois, pas des politiques, des lois, qui les obligent à atteindre des objectifs qu'ils ont fixés. Et ces objectifs-là sont extrêmement ambitieux. Donc, je vous dirais qu'il y a une bonne partie de nos activités qui tournent autour de ces secteurs-là pour ces raisons-là. Et le Québec fait des choses extraordinaires, puis on fait beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Je vous dirais que le Fonds vert a été quelque chose qui a été une révélation pour plusieurs. Vous avez des gouverneurs qui cherchent des moyens de financer des projets, des grands projets d'infrastructure. Et soudainement, ils se sont tournés vers nous et ont dit, vous avez fait ça comment? Vous avez tellement des belles réussites au Québec, pouvez-vous venir nous en parler? Donc, je vous dirais, depuis les 4 dernières années, faire des présentations sur la Western Climate Initiative, leur expliquer comment le marché du carbone fonctionne, comment le Québec a réussi, comment l'économie verte maintenant a créé un nombre d'emplois impressionnant chez nous. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, au niveau des politiques, mais aussi, je vous dirais, au niveau des opportunités à saisir puis des technologies qui ont été développées chez nous, si ce n'est qu'au niveau du transport. Je vais vous donner des chiffres. Vous êtes à Montréal, puis des fois, en tout cas, à l'époque où on prenait la voiture, c'était l'enfer. Je vais juste vous parler un peu de Boston. Moi, ça me fascine, là.
En 2019, Boston était classée une des 3 pires villes aux États-Unis en matière de trafic. Puis je vous dis ça pourquoi? Ça représente 164 heures passées dans sa voiture pendant lesquelles on ne fait rien d'autre. Ça représente 4 milliards de dollars seulement à Boston par année. Puis je vous dirais que ça a été un élément concluant pour que le gouverneur décide de mettre de l'avant un projet de bourse du carbone ou pour y arriver, pour être capable de financer des projets en transport en commun, l'augmentation de véhicules électriques aussi, parce que le fait que ces voitures-là se déplacent, c'est la pollution. La pollution occasionne des problèmes de santé. Donc, il y a tout un lien et souvent, ce sont les communautés les plus démunies qui sont souvent proches des endroits où le niveau de pollution augmente énormément. Donc, il y a toute une chaîne d'événements qui sont rattachés à ça. Donc, vous dire que la Nouvelle-Angleterre est un terreau extrêmement fertile pour tout ce qui est énergie propre, transport électrique, parce que leurs objectifs sont très, très ambitieux. Il y a aussi le fonds Volkswagen. Vous savez que suite à certaines poursuites qui ont eu lieu, Volkswagen a dû rembourser certains montants. Donc, chacun de ces États-là doit utiliser ces argents-là en transport électrique ou en transport vert. Donc, on travaille en étroite collaboration aussi pour les corridors. On a parlé tout à l'heure de voitures, de bornes de recharge. Donc, on en a déjà un au Vermont et on est en train de finaliser celui avec le Maine aussi. Donc, pour être capable d'être interconnecté partout au niveau de la Nouvelle-Angleterre avec le Québec. Donc, ça aussi, ce sont des représentations qu'on fait très régulièrement, non seulement du côté des politiques publiques du Québec en matière d'électrification, mais aussi au niveau des secteurs qui sont très développés chez nous, puis des technologies aussi. Donc, on vous ouvre des portes pour faire des présentations auprès des donneurs d'ordre qui, comme Marie-Ève l'a mentionné, sont souvent des villes et des municipalités. Merci. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais on ne peut pas faire abstraction du contexte actuel. Alors, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Alors, avec d'un côté la pandémie, de l'autre côté le résultat récent des élections. Comment, Mme Francard, vous décririez le climat d'affaires en Nouvelle-Angleterre aujourd'hui? Moi, je vous dirais qu'on est dans un monde où on interagit au quotidien avec les bureaux des gouverneurs, avec nos partenaires institutionnels, avec les chambres de commerce. Et je vous dirais que ce qu'on entend au niveau fédéral, c'est plus du bruit. La réalité terrain, elle est tout autre. On est toujours en action. Je vais vous dire, la fluidité aux frontières, malgré la pandémie, les choses vont relativement bien. Moi, je vous dirais, quand je fais de la voiture puis que je vois les camions avec la licence du Québec puis les poutres d'acier, je me dis, bon, les choses vont bien. Puis on en voit beaucoup. Donc, ça, je vous dirais que ce qui se passe au quotidien, c'est très différent de ce qu'on entend là, puis ce qu'on lit dans les journaux au niveau fédéral. Puis, je vais juste vous donner un exemple. Je vous ai mentionné qu'on a quand même 3 gouverneurs républicains. Simplement pour vous dire que Phil Scott au Vermont a voté pour Joe Biden, que vous avez Charlie Baker au Massachusetts qui, lui, n'a pas voté pour la présidence ni en 2016 ni en 2020. Donc, ça vous donne un peu une idée d'où ces gens-là logent. Puis le gouverneur Sununu au New Hampshire est un peu plus près, je vous dirais, de la Maison-Blanche que ses 2 autres collègues. Cependant, il s'est démarqué de façon exceptionnelle lors de la pandémie puis des mesures qui ont été mises de l'avant. Donc, je vous dirais que malgré le fait que 3 de ces gouverneurs-là sont des gouverneurs républicains, on a vraiment de belles opportunités et nos relations, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, avec les gouverneurs en Nouvelle-Angleterre sont très matures. Donc, ça ressemble un peu à, je vous dirais, la vie continue. Les opportunités sont là et faites appel à nous pour qu'on puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Et si la vie continue, si on essaie de voir les choses de manière encore plus positive, Mme Jean, pensez-vous que la pandémie a été jusqu'à offrir plus ou des nouvelles opportunités à nos entreprises?
Moi, j'ai tendance à penser ça. Effectivement, c'est sûr qu'il y a des défis, il y a des obstacles. On voyage, mais peut-être pas aussi bien. Mais effectivement, je pense qu'on peut le voir aussi comme une source d'opportunité. D'ailleurs, dans un travail concerté avec le ministère des Relations internationales, les délégations et Investissement Québec international, on a mis en place des cellules de veille stratégique. Donc, notamment, par exemple, je pense à tous les plans de relance. Donc, évidemment, tous les États, tous les villes ont ce souhait de redémarrer l'économie, mettre en place des plans de relance. Donc, il faut vraiment analyser à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a des opportunités pour le Québec là-dedans? Et donc, s'assurer que nos entreprises soient informées de ça. Donc, on s'assure de leur relayer l'information et de mettre en lien, voir s'il y a des opportunités. Donc, effectivement, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a des opportunités. Évidemment, pas évident, on le vit tous aujourd'hui, hein, de travailler en web conférence, faire des rencontres sur Teams, Zoom, c'est tous notre quotidien maintenant. Mais pour ce qui est du développement des affaires internationales, moi, j'ai tendance à penser, évidemment, on s'est doté d'outils pour le faire. On a des outils qu'on peut utiliser avec les collègues, donc dans les délégations, avec les collègues chez EQI pour organiser des missions commerciales virtuelles, des rencontres d'affaires virtuelles. Donc, on s'est doté d'outils technologiques pour continuer notre métier, ce qui nous anime, de mettre ensemble des Québécois et des acheteurs étrangers. Et donc, je pense aussi que ça peut être dans une certaine mesure une opportunité parce que convoquer, disons, un acheteur, un grand donneur d'ordre à venir rencontrer 2, 3, 4 fournisseurs privilégiés du Québec. Peut-être que c'est un engagement moins grand. Il prend 1h30, 2 heures dans sa journée, versus, bon, Boston, c'est pas très loin, mais quand même, versus prévoir un déplacement dans une semaine très chargée. Donc, je pense que j'ai tendance à penser que ça nous amène quand même des opportunités. À la fois toute l'information, toute la veille qui est faite en étroite collaboration par l'ensemble des partenaires pour sortir les meilleures opportunités. Et après, on s'est doté d'outils pour pouvoir assurer la mise en œuvre de ça, les mises en relation, s'assurer que nos entreprises québécoises puissent être mises en lien avec les bonnes personnes. Puis peut-être juste pour revenir un peu à la question, parce que j'imagine que tout le monde a le mot protectionnisme pas très loin. Là, on a vu comment les choses ont évolué depuis les 4 dernières années, puis qu'est-ce qui risque de se produire. Moi, je vous dirais que la pandémie va renforcer ce besoin de se protéger et de favoriser les travailleurs américains au détriment des autres, là. Et je pense que ça, c'est un réflexe normal. Je pense qu'on le voit partout. Là où on a la chance, c'est nos chaînes de valeur sont intégrées. On est habitué de travailler ensemble. Et je pense que la minute où les choses vont commencer à se placer un peu, nous, on surveille de près ces projets de loi-là. Mais je pense que des choses vont commencer à se placer aussi. Et je pense qu'une fois qu'il y a de la bonne volonté et de la bonne foi, on va revenir là, tranquillement à ce où on était antérieurement. Et je vous dirais qu'on va voir une pression accrue de ces projets de loi-là à cause de la situation actuelle, mais les choses devraient se résorber, là. J'ai bon espoir. Seulement si ce n'est qu'à cause de la qualité des relations qu'on a puis de l'intégration de nos chaînes de valeur et de production. Vos interventions ont suscité quelques questions. Alors, vous aviez eu la générosité d'accepter d'y répondre. Je vais en regrouper 2 pour la première intervention. Alors, la première question, c'était, pensez-vous qu'il y a un plan pour une réouverture prochaine de la frontière? Et une autre question reliée, la rentabilité d'une entreprise dépend du déplacement d'argent, déplacement d'hommes, de femmes, suivi des marchandises. Puis dans votre processus d'accompagnement pendant cette période-là, comment vous avez procédé pour appuyer les entreprises avec des difficultés supplémentaires? Claude, sur les frontières. Je vais commencer sur les frontières. Alors, pour ce qui est de la frontière, naturellement, c'est une prérogative du gouvernement canadien. Je dirais qu'on est en étroit contact avec eux. Ma collègue qui est au bureau, qui est à la délégation générale du Québec à New York, est en relation constante avec l'ambassade. Donc, c'est un dossier qu'on suit de très, très près. Cependant, je vous dirais que la notion de santé publique est celle qui prime pour l'ensemble de la prise de décision. On a vu qu'à certains États ici, où il y a certains, ça, je vous dirais, je pense qu'il y avait plus d'espoir là, cet été quand le niveau de cas de COVID ont commencé à se résorber un peu. Là, on est vraiment, même ici, ils disent une 3e vague. Là, je vous dirais partout, dans tous les États, il y en a encore moins, il y en a moins qu'à certains autres endroits, mais tout le monde est en recrudescence.
Donc, ça aussi, là, je pense que tant que ce ne sera pas réglé, il y avait même des États qui permettaient là, de pouvoir se déplacer entre les États sans passer de tests ou sans faire de quarantaine. Puis je vous dirais qu'on est à tous les jours, on nous annonce des nouvelles mesures. Donc, même entre États voisins, je ne parle même pas du pays voisin, là, je parle entre États voisins, les gens ne peuvent pas se déplacer sans faire de quarantaine ou encore d'avoir fait des tests. Donc, moi, j'espère que ça va se faire, probablement. Puis, il y avait certains modèles qui commençaient à être regardés en disant, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une bulle entre un village d'un côté avec une ville de l'autre côté où on sait que les déplacements ou les familles sont très, très proches. Je sais qu'il y avait peut-être certaines discussions, puis il y avait certaines personnes qui commençaient à envisager ça. Mais je vous dirais qu'avec les chiffres qui ont augmenté, là, surtout dans la dernière semaine, probablement que ça va ralentir un peu ce processus-là. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Je pense que tout le monde a hâte. Puis je vous parlais des liens familiaux, si ce n'est que pour ça. C'est la proximité, là, on le voit beaucoup parce qu'au niveau des échanges commerciaux, puis du travail, c'est un peu plus difficile, mais les choses se font. C'est vraiment au niveau des familles où les gens trouvent ça très, 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 très difficile. Donc, voilà. Marie-Ève? Oui, puis ben, effectivement, comme l'a dit Marc-Claude, la question de la frontière n'est malheureusement pas de notre ressort. Mais c'est là comme je le mentionnais, qu'on essaie de mettre en place le plus d'outils possible pour pouvoir pallier à ces enjeux-là. Donc, justement, des outils virtuels pour faire des rencontres d'affaires à distance, pour appuyer les gens. Le programme d'aide financière, le programme exportation que j'ai mentionné, on essaie de l'adapter aussi pour pouvoir inclure dans les dépenses admissibles ces nouveaux frais-là occasionnés par le contexte actuel, là, donc qui amène des changements dans les façons de faire. Donc, on essaie d'être flexible à ce niveau-là. On essaie de trouver des outils pour faciliter les choses, pour justement s'assurer que le développement d'affaires puisse continuer à se faire malgré tout, malgré que les déplacements sont plus difficiles. Il y avait une autre question un peu plus spécifique que vous pourrez peut-être rediriger, le cas échéant aussi. Mais comment se situe le secteur bioalimentaire avec la Nouvelle-Angleterre? Est-ce que le marché est ouvert et curieux par rapport aux produits québécois? Et on parle de quelqu'un ici qui a une distillerie québécoise qui cherche à percer le marché américain. Marc-Claude, je te laisse aller. Oui, certainement. Alors, très fertile, je vous dirais, pour ce qui est du bioalimentaire. Puis j'aimerais avoir peut-être une meilleure idée du produit en question ou de la technologie en question. Là, ça m'aiderait peut-être à être plus ciblé. Puis je vous en prie, là, une fois que ça sera terminé, entrez en contact avec moi, puis ça me fera plaisir de vous diriger vers la bonne personne aussi. Mais simplement pour vous dire deux choses. Au niveau agroalimentaire, il y a un grand intérêt. Là. Les produits québécois sont des produits de très grande qualité. Puis comme je vous disais, les gens de la Nouvelle-Angleterre sont friands de ces produits-là. Donc, c'est un secteur d'activité qui est très important pour nous. Donc, on a des bonnes entrées, puis on a des entrées aussi auprès d'acheteurs d'entreprises qui offrent des produits très nichés. Donc, il y a ça. Et il y a certaines entreprises aussi avec lesquelles on travaille au niveau de leur technologie, que ce soit là, pour cultiver ou réduire l'eau qui est utilisée. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait aussi pour les technologies de ce secteur-là. Donc, je ne sais pas, Marie-Ève, si tu veux rajouter. Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. On ne couvre pas le secteur agroalimentaire, mais on le voit aussi. En fait, on est en étroite relation avec nos collègues au ministère du MAPAC qui font, disons, l'étape que nous, on fait de préparation et tout ça. Mais je suis d'accord aussi, les produits agroalimentaires, on le voit, on a plusieurs discussions avec eux. Il y a beaucoup d'opportunités aussi. Je pense que c'était dans le domaine de la distillerie, je pense que j'ai entendu de Mme Lessard. Oui, c'est ça. Donc, les produits alcoolisés. Donc, si c'est ça, donc inversement, un produit alcoolisé, c'est chez Investissement Québec International. Donc, c'est le seul segment de l'agro qu'on s'occupe. Donc, ça nous fera plaisir de travailler ça avec Marc-Claude. Mais effectivement, je pense qu'il y a une belle opportunité là. Les produits, comme l'a dit Marc-Claude, sont de grande qualité. Et puis, il y a des beaux marchés pour les produits distillés, là, donc les alcools distillés, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Là, mais effectivement, ça nous fera plaisir de regarder ça. C'est une belle question. Ça nous permet de voir la belle relation entre vos deux institutions aussi, puis de voir que tout est couvert, et qu'une entreprise va toujours trouver l'aide dont elle a besoin. Alors, ça faisait le tour des questions. Je vais passer la parole à notre président de la Chambre Québec, qui est Michel Delval, pour le mot de clôture.
Bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup, Julie, pour cette animation. Ça a été vraiment agréable. Merci beaucoup, Madame Jean et Madame Francoeur d'avoir pris le temps d'échanger avec nous ce matin. J'aimais aussi le fait que vous parliez de l'héritage québécois en Nouvelle-Angleterre. J'ai encore de la famille là-bas et vous mentionnez tantôt qu'ils ne parlent pas français. C'est vrai, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont tous un accent québécois quand ils parlent anglais. Ils ont gardé de certains secteurs d'où je viens. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Et je prends la liberté aussi de vous inviter, d'inviter nos membres et nos amis qui sont en ligne en ce moment à la prochaine conversation qu'on aura avec une délégation, en fait un bureau du Québec. Ça va être avec Caroline Davoine, qui est directrice du bureau du Québec à Houston, et ça sera le 7 décembre prochain. Alors, merci tout le monde encore une fois et bonne journée.